Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de commencer, je voulais vous prévenir que ce week-end, je serai à la salle du camp de base à Bruxelles, donc une salle d'escalade qui accueillera une Coupe d'Europe de bloc. Donc si vous voulez regarder la compétition, il y aura un live disponible sur YouTube, sur la chaîne du camp de base, et je serai aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder, ça fera plaisir. D'ailleurs, je vous informe que pour tous les projets comme ça, j'ai une page Tipeee où vous pouvez venir financer la chaîne. J'en parle pas énormément souvent, enfin je le dis en fin de vidéo, mais je sais que beaucoup d'entre vous manquent l'info. Donc voilà, si vous voulez aider la chaîne financièrement, m'aider à faire justement d'autres projets autour des vidéos, et ben n'hésitez pas à venir filer un coup de main, c'est toujours génial. En attendant, nous on va passer sur les news de la semaine, à commencer par les deux étapes de Coupe du Monde qui se déroulaient en Chine. Et oui, c'est passé pas mal de choses. On parlera également aussi de la nouvelle ascension d'un œuf à bloc aux États-Unis par le Britannique Hamish McArthur. Et enfin, on parlera d'une nouvelle polémique qui a secoué le monde des États-Unis et plus particulièrement un grimpeur bien connu du Yosemite. Voilà, donc ça c'est un peu plus malheureux, mais je vous laisse découvrir tout ça. On est parti. News numéro 1 et le gros événement de ces deux dernières semaines, c'était évidemment la reprise de la saison de Coupe du Monde avec coup sur coup les étapes de Kekao en bloc, puis de Wuzhong en vitesse et en difficulté. 2 semaines où il s'en sera passé des choses, à commencer par... Oui. Et oui, car durant ces 2 semaines, on aura surtout pu constater l'ultra domination de Sorato Enraku, le vainqueur des 2 Coupes du Monde de bloc et de difficulté. En bloc d'abord, le japonais de seulement 17 ans aura roulé sur la finale avec 4 tops et seulement 3 essais lâchés. Une performance pourtant pas loin d'être égalée par le coréen Do Yoon Lee, qui mettra 4 essais de plus et aura même réussi 13 tops sur ses 13 blocs de la compétition. Tandis que côté français, si Mejdi Schalk, Sam Hafzou et Paul James se qualifiaient tous en finale, ils rataient le podium, terminant respectivement à la 5e, 6e et 7e place pour ce qui reste un très joli tir groupé. De l'autre côté, chez les femmes, c'est l'américaine Annie Sanders qui continuait son éclosion avec cette nouvelle victoire après sa première à Séoul en fin d'année dernière. Elle termine devant la française Oriane Berton au terme d'une finale très difficile, alors que la britannique Erin McNeice complète le podium. Une première étape de bloc également marquée par les changements de règlement dont on avait déjà parlé dans un précédent épisode. Pour rappel, en plus d'une augmentation de 6 à 8 grimpeurs en finale et d'un changement de système de scoring, le système de passage des athlètes avait également été modifié, faisant maintenant passer en simultané 2 athlètes sur les tapis. Alors je vais pas trop revenir dessus en détail, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article beaucoup plus détaillé avec mon avis sur le site Vertige Media, donc je vous mets le lien en description. Mais rapidement, ce que l'on peut retenir, c'est surtout que la réalisation de cette première étape était loin d'être en phase avec ce dernier changement, et notamment l'absence d'un écran scindé qui aura obligé le spectateur à manquer une grande partie de l'action, alors que le reste du temps, on observait la présence d'un plan large qui... bon, voilà quoi. Des lacunes qui, on l'espère, seront corrigées pour la suite de la saison, mais en attendant, c'est à Wuzhong que continuait la saison de Coupe du Monde et surtout que s'ouvrait le bal de la difficulté et de la vitesse. En vitesse, ce que l'on retiendra, c'est surtout la double victoire chinoise avec Zhang Weilong chez les hommes et Xiao Qingzhang chez les femmes, mais surtout la chute des 2 favoris de l'étape, Samuel Watson qui ne fera mieux qu'une 4e place et la polonaise Alexandra Miroslav 6e et battue dès l'écart. Mais c'est surtout en difficulté que le spectacle a eu lieu avec des finales qui resteront historiques. D'abord chez les femmes avec la victoire de la britannique Erin McNeice, mais aussi de la coréenne Chae-Yoon Seo, puisque les 2 grimpeuses auront réalisé l'exploit de terminer à égalité parfaite. C'est-à-dire à égalité dans chacune des phases de la compétition, qualification, demi-finale et finale, mais aussi tombant avec le même chrono en finale. Alors des égalités sur la première place du podium, c'est déjà arrivé, mais jamais comme aujourd'hui. En 2011 par exemple, beaucoup de Coupes du Monde avaient accouché d'une égalité, et on se rappelle notamment Chamonix, où 4 grimpeuses avaient remporté l'or, sauf qu'à l'époque l'on ne prenait pas encore en compte le chrono lors du run de la finale, et ça avait donc beaucoup plus de chances d'arriver. Depuis, la seule autre égalité à la première place s'était produite en 2018, déjà à Wuzhong lorsque Yan Yagarbret et Yen Kim avaient également partagé la première place, mais c'était en fait une fausse égalité puisque les finales avaient été annulées à cause de la pluie et les grimpeuses étaient alors à égalité en qualification et en demi-finale. Enfin bref, résultat, une jolie victoire à 2 et scène plutôt cocasse, un manque de médaille d'or en rap sur le podium. Enfin on notera qu'il s'agissait également de la première victoire en Coupe du Monde pour Erin McNeice, mais aussi du podium de l'américaine Annie Sanders
Brothers qui n'en finit plus de compléter son tableau à médailles, alors que la française Hélène Janico aura elle réalisé une prestation très solide en se classant 7ème après notamment une superbe remontée en demi-finale. Enfin chez les hommes, je vous le disais déjà en début de news, le japonais Sorato Enraku aura littéralement roulé sur la concurrence, mais c'est surtout un point de règlement qui aura rendu cette finale mémorable, alors que le japonais Neo Suzuki établissait un gros premier run tombant à une prise du top. Son passage était contesté, en cause un trop gros tirage de la corde qui l'aurait aidé lors d'un passage en désescalade où le japonais était en difficulté. Ça pour le coup ça arrive plutôt régulièrement en compétition, mais souvent dans l'autre sens, à savoir quand l'assureur ne donne pas assez de mou au grimpeur et que ça l'empêche d'aller plus loin, mais dans les deux cas la conséquence est la même et le grimpeur doit remettre un second passage dans la voie. Problème, c'est que cette alternative pose un problème d'équité assez insoluble. À la fois, le grimpeur a dépensé beaucoup d'énergie dans son premier run, mais en même temps, il connaît maintenant bien les méthodes de la voie. Enfin, une question pas si importante dans ce cas de figure, puisque si Neo fera très légèrement moins bien que lors de son premier passage, il terminera quand même deuxième derrière Sorato. Le podium sera lui clôturé par l'espagnol Alberto Rines Lopez, tandis qu'on remarquera évidemment l'absence du britannique Toby Roberts, le champion olympique sortant, en grande méforme lors de ses deux premières Coupes du Monde de la saison. Un grimpeur que l'on espère retrouver plus en forme pour les prochaines manches, au risque de voir Sorato annihiler le reste du suspense pour l'année. News numéro 2, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'ascension d'un nouveau 9 à bloc, et bien ça tombe bien puisque le grimpeur britannique Hamish McArthur vient de sortir son premier bloc dans la cotation, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Megatron, situé sur le site de l'Eldorado Canyon aux États-Unis. Il s'agit d'ailleurs là de la première répétition du bloc libéré par l'américain Sean Rabutu en 2022, ce qui est toujours un petit événement puisqu'on peut enfin avoir les ressentis d'un autre grimpeur sur les méthodes, mais aussi sur la cotation. Pour rappel, Megatron c'est l'extension du bloc Tron, un passage libéré par Daniel Woods en 2017 et côté 8B, un 8B auquel on ajoute un départ assis avec 7 mouvements valant environ 8C à eux seuls, même si Drew Ruana, un autre grimpeur américain ayant passé de nombreuses sessions sur le bloc, estimait que ce départ pourrait même valoir 8C+, et le disait largement supérieur à Return of the Sleepwalker, le premier 9A américain. Enfin ça, ce n'était pas l'avis d'Hamish qui aura enchaîné la ligne en seulement 5 sessions, ce qui en fait l'ascension la plus rapide d'un 9 à bloc, à égalité avec Adam Ondra et la répétition de Soudain Seul le mois dernier, même si celui-ci est souvent considéré comme un 9 à soft. Une ascension qu'Hamish accompagne comme à son habitude d'un texte qu'il serait insultant de définir ici, à tel point il se rapproche plus d'un poème, et d'ailleurs je me permets de vous en lire un petit extrait. D'abord, je deviens invisible, laissant le monde se déplacer à travers moi comme si j'étais en verre. Cela semble difficile, mais c'est la facilité qui me pose problème. La question n'est plus de savoir combien on peut donner, mais combien on peut supporter d'être donné. C'est l'étincelle, ce tour d'invisibilité. Pourtant, on ne peut pas motiver la présence pure, alors ne disparaissons pas complètement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une esquisse. Alors sentez la présence de votre monde qui se tient parfaitement dans la présence de l'inconnaissable. Félicitations, vous êtes maintenant la frontière entre l'effondrement et le déploiement de l'univers. Waouh! Alors c'est stylé, mais ça doit pas être pratique tous les jours quand même. Hamish, tu mets pied droit ou pied gauche pour le départ? Tout commence par un souffle, que je laisse à terre. Délesté de cette mécanique biologique, témoin de ma condition humaine, je transcende l'espace. Défiant la roche avec orgueil, je m'engage dans une bravade solitaire. Je caresse son pelage tranchant. La douleur me sort de ma torpeur, m'emmène ailleurs. Je ne suis plus seul. Une âme collective traverse mes entrailles, porte mes mouvements. Les éléments se battent, la grande guerre commence. La chaleur porte le premier coup des stocks, je me rattrape à la brise, j'arque mon courage sur 2 phalanges, et je m'oublie à cette valse endiablée qui m'emporte au paradis. Puis, lorsque la dernière note tombe, je redescends du nuage, et reste planté là, sur ce bouton de terre défiguré. Théâtre maintenant silencieux d'un spectacle sans public. Alors, je ramasse mon souffle. Ok, laisse tomber, on a trouvé! News numéro 3, et une news moins réjouissante maintenant. Le 18 avril dernier, le grimpeur et snowboarder professionnel Lonnie Coke, 44 ans, a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de violence domestique grave et d'un chef d'accusation de violence domestique légère par la Cour supérieure du comté de Mono. C'est en tout cas ce que transmet le média en ligne The Sheet News dans un article très complet paru cette semaine. Grimpeur bien connu du Yosemite, notamment pour sa première répétition de la voie de trad Magic Line 8C+, dont l'ascension fut relatée dans un film Real Rock,
Lonnie Coke est aussi le fils du légendaire grimpeur Ron Coke, qui avait grandement participé au développement de l'escalade américaine dans les années 80. Autrement dit, c'est une figure emblématique du paysage vertical américain qui est maintenant condamné pour un comportement grave. Des charges qui font référence à une dispute survenue le 22 juin 2023 avec sa petite amie de l'époque, Riley Hancock, qui selon des photos révélées lors du procès, aurait subi un étranglement. D'autres charges l'accusent également de vandalisme sur sa voiture, ainsi que de menaces de mort et de violences domestiques entre guillemets plus légères le même soir. Un ami de Riley, quant à lui, aura rajouté que des disputes moins graves avaient régulièrement lieu et que Riley dissimulait des blessures au quotidien sous de longs vêtements. Une histoire qui aura de grandes chances de l'éloigner des falaises pour un bon moment donc, alors que la sentence du procès est prévue pour le 23 juin prochain. Et dans le reste des news, paru juste avant le dernier épisode, je n'avais pas eu le temps de vous parler de la vidéo du Tchèque Adam Ondra sur ce qu'on pourrait appeler le Adam Ondra Flash Tour de Fontainebleau. En effet, contacté par Pierre Delas du média en ligne Fanatic Climbing, le Tchèque a rendu visite à quelques grands classiques de la forêt pour tenter de les flasher, comme Ligne de Bête 8B+, qui deviendra ainsi le flash le plus difficile de la forêt, mais également Ubik Assis 8B, Jeté croisé en forêt 8B+, Partage Assis 8B ou encore Imhotep 8B, un dernier bloc d'ailleurs bien connu pour son projet Assis pressenti 9A+. À ce sujet d'ailleurs, Camille Couder, qui avait déjà travaillé le bloc sur plus de 100 sessions, était présent lui aussi et réussira enfin le seul mouvement qui lui manquait dessus. Un mouvement que répétera d'ailleurs aussitôt Adam, réussissant tous les mouvements du bloc à la séance. Mais surtout à la question posée par Lucien Martinez en fin de vidéo, penses-tu que ce bloc pourrait être le premier 9A+ de l'histoire? Adam répond simplement, je pense que ça pourrait être une nouvelle étape dans la difficulté du bloc si on considère que 9A dur est une chose différente de 9A normal. Une réponse en demi-teinte donc à confirmer durant les prochains mois, voire années, alors que le Tchèque annonce être très motivé pour revenir le travailler. Toujours dans le reste des news, le média en ligne Gript reporte que suite à la décision du gouvernement américain de réduire les effectifs du parc du Yosemite, des scientifiques incluant des biologistes, des hydrologues, des archéologues et des spécialistes de la vie sauvage doivent maintenant cumuler leur travail avec le nettoyage des toilettes du parc. Voilà, donc pas de rapport direct avec l'escalade, mais si vous allez dans Yosemite cet été, n'oubliez pas de vous asseoir pour faire pipi et bien tirer la chasse d'eau. Enfin, si c'est pas des scientifiques non plus d'ailleurs, mais là ils cumulent, donc on va les aider un petit peu. Et on continue avec le bloqueur américain iconique Daniel Woods qui a lancé il y a 2 semaines sa chaîne YouTube en y publiant déjà 2 vidéos avec l'enchaînement de Ninja Skills, un 8B du Tessin et un trip à Joe's Valley. Voilà, honnêtement, pas grand chose de plus à vous en dire, mais comme j'avais encore plus d'abonnés YouTube que lui au bout de 2 semaines, eh bien, je voulais flex un petit peu. Oui, voilà, j'ai 3 fois plus d'abonnés que Daniel Wu sur YouTube. Il a choisi Agram, j'ai choisi la célébrité. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec le jeune américain Eli Perry qui enchaîne Grande Illusion 8C+, sur le site de Little Cottonwood aux États-Unis. Un grimpeur avec un passif pas si étoffé que ça, et pour cause, en 2022, Eli enchaînait son premier 7C. 2 ans et demi plus tard, le voilà à la limite du plus haut niveau de bloc au monde. Des progrès qu'il explique par sa détermination à essayer un projet jusqu'à ce qu'il tombe, quitte à y mettre plus de 40 sessions. Il annonce maintenant viser d'autres 8C+, et notamment Sosa Roof sur le même site, avant de faire un voyage à Rockland cet été. Bref, un jeune talent à suivre durant les prochaines années. Et en parlant du Sosa Roof, Owen Wiley, un autre américain de 21 ans, vient lui justement de l'enchaîner. Alors qu'il aura d'abord essayé les mouvements du toit à l'automne, il aura sérieusement été motivé pour l'enchaîner au printemps, durant lequel il aura même déneigé le bloc pour pouvoir le travailler. Et au bout du compte, c'est une très bonne décision, puisque cela lui permet d'enchaîner son deuxième 8C+ en carrière. Et des bisous d'un homme en forme du moment. Jules Marchalant, le grimpeur français, vient de libérer le bruit de l'acide 9B sur le site de Claret près de Montpellier. Une libération qui signe également sa première voix dans la cotation, et pourtant celle-ci ne semble pas usurpée. Alors que c'est le français Lucien Martinez qui lui aura présenté la voix, Jules l'aura tout de suite trouvé parfaitement dans son style, avec des pas de bloc très intenses, peu de repos et surtout un dino en croisé impressionnant, valant à lui seul 8B. C'est donc un nouveau pas de franchi pour le falaisiste dans son éclosion au plus haut niveau, mais aussi pour tout le paysage vertical français qui se part encore d'une nouvelle voie extrême. Et on continue avec Jonathan Sigrist qui enchaîne Erebor 9B sur le site d'Arco en Italie. Il n'y a pas que Jules qui ait enchaîné une voie extrême ces derniers jours. En effet, l'américain de 39 ans vient de libérer l'une des très grosses lignes du nord de l'Italie, ouvert par Stefano Ghisolfi il y a quelques années maintenant, un site que n'avait encore jamais visité Jonathan avant cet hiver, et après un try dans celle-ci, il se sera sérieusement entraîné pour la faire tomber en début d'année. Après de bonnes sensations au début du trip, il aura pourtant dû littéralement faire face à un mur avant que les conditions météo ne rendent la donne encore plus compliquée. Et finalement, c'est au bout de son trip déjà étendu que Jonathan aura enfin ajouté sa 83e croix dans le 9e degré à son palmarès.
Et direction la forêt de Fontainebleau maintenant avec la libération d'un nouveau 8C, Mamonk assis par Nico Pellerson. Le grand habitué de la forêt vient y ajouter un nouveau tracé de choix. Après avoir ouvert le départ debout il y a 2 ans, il y rajoute maintenant le départ assis, tout ça en précisant qu'il n'aura pas utilisé de ventilateur pour sécher les prises, ce qui pourrait faire descendre légèrement la cotation en vue d'éventuelles répétitions. Et direction l'Autriche sur le site de Zillertal avec l'enchaînement de Restless Mind, 8B par l'Autrichienne Caroline Sinneber. Il s'agit là de sa 10e croix dans le 8B à maintenant 29 ans pour l'une de ces grimpeuses discrètes mais avec l'un des meilleurs palmarès au monde. Un enchaînement réalisé durant l'un des meilleurs jours de sa carrière avec également l'enchaînement de Mother Firestarter 8A et No Lazy Tendons 8A+, une journée que rien ne laissait présager alors que la grimpeuse aura bataillé entre les gouttes de pluie qui n'auront heureusement pas mouillé les parties cruciales des blocs. Et on termine avec le français Hugo Parmentier qui enchaîne la voie Josita 9A sur le site d'Oliana en Espagne. Le français de 26 ans enchaîne là sa 11e voie dans le 9A et quelle voie! Une référence de l'endurance en falaise avec ses quelques 50 mètres de long, une voie qu'il aura d'ailleurs enchaînée avec l'aide de genouillères, même si selon lui cela ne devrait pas en changer la cotation. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous rappelle encore une fois que ce week-end, donc ce dimanche, je serai aux commentaires des finales de la Coupe d'Europe de bloc IFSC, donc sur la chaîne YouTube du camp de base. Je vous mettrai évidemment les liens, les horaires sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram et Discord notamment, puisque j'ai que ça. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord ou me suivre sur Instagram. Pareil, les liens sont en description. Et sur ce, je vous dis à dimanche ou à dans 2 semaines. Tchuss!